Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Bilan du PAG que nous allons faire en 2 tomes, sinon en 2 actes, dans le domaine des arts, de la culture et du tourisme. La première, nous la consacrons aux arts et à la culture. Bonjour Wahab Alikpara. C'est Ayaka, bonjour. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, Monsieur Alikpara, Monsieur Ayaka, bonjour. Bonjour, Monsieur le ministre. Alors, merci de vous être montré disponible pour faire le tour d'horizon du Bénin culturel ces 8 dernières années avec nous. Merci à vous. Création du musée international du Vaudou à Porto Novo, construction du musée des rois et Amazon du Dahomey à Abomey, réhabilitation du musée Akabaïdénan à Kétou ou encore la construction du nouveau palais du roi de Niki et de la reine de la Gani dont les travaux sont en cours. À ce tableau non exhaustif s'ajoute l'opérationnalisation des classes culturelles, la construction des arènes ou encore plusieurs autres grands projets. Depuis 2016, le Bénin culturel laisse exprimer ses talents et foisonne de créativité. Cela nous permet, Serge Ayaka, dans les 52 prochaines minutes, de faire le retour, sinon un retour sur les actions accomplies pour révéler le Bénin aux Béninois et au monde entier, pour reprendre cette expression chère au chef de l'État, Patrice Talon. Monsieur le ministre, il faut reconnaître tant d'actions accomplies sur le plan de la culture et des arts, mais on est bien curieux de savoir quel constat on peut faire depuis l'avènement du régime de la rupture. On remonte en 2016. Oui, merci beaucoup. 2016, vous savez, je suis bien placé pour vous en toucher un mot. Le secteur de la culture en 2016, c'est vrai, et affichait, entre autres, au niveau des industries culturelles et créatives, une certaine insuffisance quantitative et qualitative des infrastructures et un système de promotion de création également qui était, disons, un peu embryonnaire. Il y a également une insuffisance de structuration des filières et des chaînes de valeur. En ce qui concerne nos traditions, il faut reconnaître que les traditions étaient dans un certain état de dégradation des grandes œuvres de l'histoire. Nous avions également nos royautés et nos monuments qui relataient notre grandeur, qui s'effritaient progressivement. Donc il était impératif de relever ces défis et de revaloriser notre patrimoine, de revaloriser notre culture, d'autant plus que, et je pense que tout le monde s'en convainc aujourd'hui, c'est la principale richesse du Bénin. Le Bénin, comme nous avons l'habitude de le dire, pour l'instant en tout cas, n'exploite pas d'or, ni de pétrole, ni d'autres ressources minières, mais en tout état de cause, nous avons ce potentiel qui peut être largement exploité au bénéfice de nos populations. D'accord. Alors, le chef de l'État, sinon son régime, travaille à révéler le Bénin à travers la culture et les arts. Pouvez-vous nous faire le point, dois-je dire, des efforts consentis dans le domaine des musées et du patrimoine culturel? Absolument. D'abord, révéler le Bénin aux Béninois et au monde, je voudrais dire concrètement que c'est faire connaître et valoriser le riche patrimoine culturel que nous avons aux Béninois eux-mêmes. Et faire connaître évidemment aux étrangers, ceux qui ne sont pas des Béninois et qui nous regardent. C'est également développer, on l'a dit, les industries culturelles et créatives pour la création de richesses et de l'emploi. Et enfin, c'est faire de la culture et des arts le substrat, le levain pour le développement touristique de notre pays. Donc c'est tout cela que nous embrassons dans la formule « faire connaître aux Béninois et au monde ». Alors, pour répondre à votre question sur les musées, je voudrais d'abord vous dire que Ouida est désormais, plus que jamais, sur la carte mondiale en ce qui concerne les musées et surtout les cités-musées, puisque nous avons décidé de faire de la ville de Ouida une cité-musée, parce que le potentiel de Ouida est tel que toute la ville historique vaut la peine d'être valorisée. Et comme on a l'habitude de le dire trivialement, c'est un musée à ciel ouvert que nous sommes en train, évidemment, de valoriser. Nous avons le volet de la construction d'un certain nombre de musées, notamment à Ouida. Nous avons le musée international de la mémoire de l'esclavage, qui est déjà totalement achevé en ce qui concerne ce qu'on appelle le hard, donc la construction des bâtiments. Et nous en sommes maintenant au niveau de l'installation des équipements et de la scénographie. Donc, sinon, ce musée est totalement achevé et devrait rentrer en exploitation dès cette année 2025. Nous avons également à Porto Novo, dès que vous rentrez dans Porto Novo aujourd'hui, en attendant l'arène culturelle qui sera tout de suite après le pont à droite, à la place
de cet immeuble que nous avons dû enlever pour ne pas insister là-dessus, vous verrez qu'en rentrant dans Porto Novo, vous avez une vue impressionnante sur un musée qui est en construction, qui est le Musée international du Vaudou, juste en face de la cathédrale, où là également, tout le gros œuvre est achevé. Et il reste maintenant à faire un certain nombre de travaux en ce qui concerne toujours la scénographie, en ce qui concerne le second œuvre, pour que dès cette année également, ce musée soit livré. Dans le point des autres musées, nous avons un musée qui va venir, le MAC, à Cotonou, dont l'essentiel est déjà fait en ce qui concerne les études, et les appels d'offres ont déjà été lancés pour pouvoir recruter les entreprises qui vont construire. Au niveau d'Abomey, également, nous avons les premiers équipements qui sont livrés, notamment ce que nous appelons le CAFRA, le nouveau CAFRA, c'est-à-dire le Conseil d'administration des familles royales, là où le roi, on va dire, siège en quelque sorte pour travailler au quotidien. Ça permet évidemment de pouvoir libérer le site pour que les travaux puissent démarrer. Là également, nous sommes à la phase de l'appel d'offres pour sélectionner les entreprises pour que les travaux du musée démarrent, ainsi que la réhabilitation de 4 anciens palais. Donc voilà où nous en sommes en ce qui concerne les musées. Nous avons à Porto Novo également d'anciens musées, 2 anciens musées qui seront réhabilités totalement, le palais romain et le musée à Dandé. Donc voilà où nous en sommes de façon concrète, où les Béninois peuvent dès aujourd'hui commencer à voir une matérialisation de cette vaste ambition que nous avons. Je peux poursuivre en disant effectivement que nous avons également, parce que c'est un peu patrimonial, le palais de Niki, qui est en construction. Peut-être que tout à l'heure, il y aura quelques images pour que les Béninois s'en rendent compte. Les travaux sont totalement achevés. Les travaux de la reine de la Gani sont achevés. Il reste quelques petites finitions au niveau du Palais Royal lui-même pour pouvoir redonner, disons, tout son faste au royaume de Niki et surtout avoir cet écrin de valorisation de ce patrimoine exceptionnel qu'est la Gani. Justement, puisque vous évoquez la tradition et dans le domaine, justement, si vous le permettez, il existe désormais des textes juridiques qui protègent et qui promeuvent notre culture ainsi que nos traditions. Le plus récent, c'est d'ailleurs la loi sur le cadre juridique portant chefferie traditionnelle. Et si on en parlait ? Oui, nous pouvons en parler, bien évidemment, parce que c'est l'actualité, mais nous avons plusieurs choses que nous faisons. Il faut savoir que nous voulons revaloriser l'ensemble du patrimoine. Donc nous avons commencé d'abord à faire un inventaire du patrimoine matériel. Nous avons fait également un inventaire du patrimoine immatériel. Et c'est dans tout cela qu'il est également important de revaloriser le patrimoine immatériel, on va y revenir, culturel vaudou, et qu'il est également impératif de revaloriser nos chefferies traditionnelles. Donc cette ambition du chef de l'État, qui a été, je pense, illustrée notamment à travers sa prise en charge dans la Constitution, devait être déclinée à travers un cadre juridique que nous réservons à la chefferie traditionnelle. Donc depuis 2022, le chef de l'État a mis en place une commission qu'on a appelée la commission chefferie, qui est en fait une commission scientifique sur la matière. Et de 2022 jusqu'en 2024, cette commission a travaillé d'arrache-pied, de façon méthodique, pour pouvoir démêler un peu les chevaux, pour que nous puissions restituer la situation de la chefferie traditionnelle au Bénin. Donc c'est une démarche qui a été faite, qui est une démarche purement scientifique et qui n'est pas une démarche ni sociale et encore moins politique, j'allais dire. Mais le fait de dire qu'à un instant T, à une date T où on a mis un curseur 1894 pour la partie méridionale du Bénin, 1897 pour la partie septentrionale du Bénin, voici la situation à ce moment-là, ne veut pas dire que les royaumes qui ont existé avant et qui n'ont plus existé n'ont jamais existé.
Ça ne veut pas dire que l'histoire de ces royaumes-là n'existe pas et de ces peuples-là n'existe pas. Donc je voudrais vraiment que ce soit très clair pour l'ensemble de nos populations en disant que c'est une photo à un moment donné et cette photo a été faite juste avant la pénétration coloniale parce que nous avons parlé de chefferie traditionnelle et pas de la chefferie coloniale ou de la chefferie moderne ou la chefferie du 21e siècle. Alors, si on met le curseur au 21e siècle, peut-être que nous aurons plus que 16 royaumes. Il se pourrait que nous ayons, j'en sais rien, moi, 200 royaumes. Mais nous avons mis le curseur à l'ère précoloniale. D'accord. Alors, quelle, je dirais, solution cette loi apporte concrètement? Parce qu'il y a bien de personnes qui se posent cette question. Ça résout quel problème exactement au Bénin? Alors, il faut reconnaître d'abord que c'est la première fois que la chefferie traditionnelle a un cadre juridique. C'est ça. Je pense qu'il ne vous a pas échappé que nous ne sommes pas dans un royaume au Bénin. Au Bénin, nous sommes en république. Et les royaumes que nous avions eus sur le territoire que nous appelons aujourd'hui le Bénin, ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de notre patrimoine. Et nous avons dit que nous voulons revaloriser le patrimoine. Donc c'est le premier argument. Le deuxième argument, c'est que ces gardiens des us et coutumes, donc nos chefs traditionnels, doivent avoir un rôle à jouer dans la République aujourd'hui et doivent contribuer par leur expérience, par leur connaissance de nos cultures, par leur connaissance de notre patrimoine immatériel, de notre patrimoine matériel, par la connaissance des peuples, la connaissance des traditions, des us et coutumes. Ils doivent pouvoir contribuer à la République, ils doivent pouvoir contribuer à amener les populations, les peuples, à créer, disons, ce que nous souhaitons au Bénin, c'est-à-dire un pays, une nation même, où nous partageons un certain nombre de valeurs. Et c'est pour ça que dans la loi, il est bien dit qu'on reconnaît les rois et les royaumes et les chefferies traditionnelles, les chefferies coutumières, même les chefferies communautaires, à condition de respecter évidemment les textes de la République. Alors, on peut reconnaître que depuis 2016, les choses se sont améliorées. Donc, la culture est devenue un véritable moteur de développement et de croissance. C'est ce que nous allons découvrir dans ce reportage que nous propose Ulvaeus Balogun. Longtemps relégué au dernier rang, le secteur des arts, de la culture et du tourisme connaît une véritable transformation. Depuis 2016, le gouvernement s'est lancé dans une vaste réforme pour faire de la culture un moteur économique. Objectif, valoriser le patrimoine, attirer les touristes et créer de l'emploi dans les métiers du secteur culturel. Il y a beaucoup d'avancées qui sont observées aujourd'hui dans notre secteur à partir de plusieurs réformes du ministère. Je vais prendre l'exemple sur la création de l'ADAC qui a donné aussi naissance au Fonds des arts de la culture FDAC qui aujourd'hui peut permettre au secteur de respirer, permettre aux acteurs de pouvoir créer des œuvres artistiques qui pourront vraiment contribuer au développement économique de notre pays. Je peux aussi nommer la réforme concernant la détection de talents, principalement le projet des classes culturelles. Aujourd'hui, comme vous constatez avec moi, plusieurs de nos acteurs gagnent aujourd'hui leur vie à partir de leur savoir-faire. Près de 800 encadreurs culturels déployés sur tout le territoire national et qui donnent un goût à l'art à nos enfants qui fréquentent les écoles. C'est une manière de préparer l'avenir, de préparer les nouveaux talents qui vont prendre la relève. Et quel genre de relève? Une relève de qualité. Mis à part ces réformes, il faut aussi reconnaître l'inscription au PAG de la société civile culturelle, le CNOA, qui sert aujourd'hui d'intermédiaire entre les acteurs et l'administration publique. En misant sur la culture et le tourisme, le Bénin redonne vie à son histoire tout en s'ouvrant au monde. Le Bénin aujourd'hui est un pays qui, sur le plan artistique et culturel, est de plus en plus plaisant. Il faut reconnaître que le gouvernement fait des efforts considérables pour la vulgarisation de l'art béninois. Réussir à avoir un pavillon à Venise, il faut le reconnaître, chapeau, parce que ce n'est pas facile à faire, nous en sommes fiers. Donc le travail qui est fait est considérable et nous, les festivals comme le nôtre, sont justement là pour accompagner cette volonté du gouvernement à faire du Bénin une vraie plateforme d'expression.
Et donc, je pourrais quand même dire que chercher à fluctuer l'économie béninoise à travers les arts et la culture, je pense que c'est le chef de l'État qui a pleinement raison de le faire. Il a métamorphosé le monde artistique et culturel pour qu'aujourd'hui, que ce soit l'art contemporain, que ce soit l'art traditionnel, que ce soit l'artisanat, tout ce que nous connaissons aujourd'hui dans le monde de l'artistique et de la culture au Bénin puisse être valorisé. Il a fait de son mieux et c'est lui qui a raison de positionner, nous sommes d'accord, ces artistes sur ces événements qui quand même donnent de la visibilité au Bénin. En quelques années, le Bénin a montré qu'investir dans la culture et le tourisme, c'est investir dans l'avenir. Plus qu'une transformation, c'est une renaissance culturelle qui s'écrit. Alors, Monsieur le ministre, vous évoquez justement cette loi sur le cadre juridique portant chefferie traditionnelle. Cette loi est-elle la seule action de revalorisation du patrimoine ? Évidemment non, nous avons tout un programme et je peux vous dire, j'aurais dû peut-être d'ailleurs commencer par ça, que dès 2021, il y avait eu une loi qui avait été votée à l'Assemblée nationale et promulguée, bien évidemment. C'est la loi du 22 octobre 2021 portant protection du patrimoine culturel en République du Bénin. Nous avons également, bien évidemment, un certain nombre de décrets à la suite de cette loi. Et enfin, dernièrement, il a été créé par le gouvernement 4 agences de sauvegarde des cultures. C'est dans le champ du patrimoine culturel immatériel, le PCI. Et donc, il y a une agence de sauvegarde de la culture à Djatado, une agence de sauvegarde de la culture Yoruba, une agence de sauvegarde de la culture du Grand Borgou, qui prend les bâtonnous, les bouts et les peuls en partie. Et nous avons également une agence de sauvegarde de la culture des montagnes. C'est-à-dire, c'est à peu près la Takora Ouest et la Donga. Donc ça permet effectivement à l'ensemble des Béninois de se retrouver dans la communauté nationale et ça permet de valoriser toutes les sensibilités, toutes les diversités culturelles du Bénin pour que nul ne se sente abandonné, négligé ou rétrogradé par la République. Et cela vient montrer justement que la loi sur la chefferie n'était pas une loi ni pour classer ni pour déclasser. Tout le monde est pris en compte et quand on dit la culture à Djatado, il n'y a pas que, évidemment, le Danromain. Quand on dit la culture Yoruba, il n'y a pas que Tchabé, Dassazoumé, Idacha, Ketu et Sakete. Donc c'est beaucoup plus large. Il en est de même, évidemment, pour le Grand Borgou et les montagnes. Donc c'est le patrimoine immatériel qui est pris en compte et ces agences vont interagir avec les chefferies traditionnelles. Donc la loi, si vous la connaissez un peu, vous verrez qu'il y aura une interaction entre l'administration, entre l'État, entre en quelque sorte les démembrements du gouvernement et les chefferies. Et entre autres, donc, ces agences vont jouer ce rôle-là. Donc c'est important de le dire également. En dehors de cela, nous avons également un certain nombre de mesures qui ont été prises, notamment, il est important d'y revenir, nous avons notre marche vers la restauration, la restitution également de nos biens culturels. Donc tout ça est dans le champ de la restauration et de la revalorisation du patrimoine. Enfin, pour finir, il est important que les Béninois, nos concitoyens, se rendent compte dans le champ public comment cela s'illustre et se matérialise. Donc ce n'était pas anodin d'avoir érigé des statues, des figures de nos héros nationaux, notamment Bioguera. Nous avons Tofa à Porto Novo et nous avons à Alada Toussaint l'Ouverture. Nous avons évidemment la splendide esplanade de l'Amazone avec la figure de l'Amazone qui est aujourd'hui emblématique et qui symbolise quasi déjà le Bénin. Et nous allons continuer dans ce champ pour que les Béninois puissent se rendre compte concrètement de quoi nous parlons, ce dont nous parlons quand nous parlons de revalorisation. Cette revalorisation, ils peuvent s'en rendre compte dans l'espace public.
Alors, en clair, c'est un vaste chantier, ces différentes actions qui sont posées pour revaloriser le patrimoine au Bénin. Et donc, depuis 2016, on a noté que les choses se sont améliorées. La culture est devenue un véritable moteur de développement et de croissance. C'est en tout cas ce que nous allons découvrir dans ce reportage que nous propose Ulvaeus Balogun. Au cœur de la 60e édition de la Biennale de Venise, une nouvelle voix s'est élevée, celle du Bénin. Welcome to the Benin Pavilion. Everything precious is fragile. The etymology of the word gelede, we really use this as a metaphor, an expression to really dive into this deep Yoruba philosophy to address the issues of contemporary life today. We feel like if we need to go back in the past to retrieve knowledge to go forward in the future. The 4 artists who are part of this exhibition really embody the sensibility of fragility and precarity, but also care and hope for the future. Pour la première fois, des artistes béninois sont exposés aux côtés des plus grandes nations de l'art contemporain. L'intérêt pour le Bénin, d'abord, est artistique, révéler le potentiel créatif du Bénin. Ensuite, le second intérêt est d'ordre diplomatique, faire connaître le Bénin dans le monde, faire parler du Bénin dans le monde, créer de la sympathie autour du Bénin pour pouvoir attirer des collectionneurs, des galeristes, des professionnels autour de l'art du Bénin. Une entrée sur la scène mondiale avec une exposition ambitieuse qui met en lumière l'histoire et l'identité du Bénin. C'est une manière pour nous d'exposer le Bénin à l'extérieur. Ça fait quand même la 60e édition que cette biennale existe. Le Bénin n'a jamais participé. Je pense que c'est le Bénin qui gagne en termes de visibilité. C'est le Bénin qui gagne en termes de ristourne. Parce que les productions qui sont apportées sur cet événement, si ces productions sont vendues là-bas, je pense que les artistes rentreront avec les devises et c'est le Bénin qui va gagner en termes de devises aussi. Everything precious is fragile. Tout ce qui est précieux est fragile. Ce titre résume à lui seul l'essence de l'exposition béninoise avec 4 artistes, 4 visions, 4 voix et un même désir, inscrire l'art béninois dans l'histoire contemporaine. J'ai décidé de travailler aussi autour du patrimoine béninois à travers des instruments de musique, 10 instruments de musique qui recouvrent le territoire du nord au sud et de l'est à l'ouest. Et je présente pour le premier pavillon de Bénin, cette pièce que vous voyez autour de moi qui s'appelle Haché. Haché veut dire, en un Yoruba, veut dire ainsi soit-il, ou Amen, ou pour. Pour ma part, j'ai présenté une installation autour de la question des communautés de femmes en Afrique de l'Ouest, notamment au Bénin. Et donc, dans cette installation, nous avons 4 tableaux, une sculpture en verre et de la documentation sur les mouvements de femmes dans les luttes pour les droits des femmes en Afrique. Mon travail questionne les notions du pouvoir féminin et m'amène à fouiller dans nos mémoires collectives les archives du passé. À Venise, je montre l'histoire du Bénin, je raconte l'histoire des femmes amazones, des Agodi. Au-delà d'une simple exposition, la participation du Bénin à la 60e édition de la Biennale de Venise s'inscrit dans une stratégie culturelle plus vaste. Faire du Bénin un acteur incontournable de l'art contemporain. Merci à Ulvaeus Balogun. Alors, pour la première fois, l'État béninois a signé une convention qui accorde, Monsieur le ministre, une subvention directe aux producteurs de contenus locaux. Et aujourd'hui, en matière de diffusion, les choses vont plutôt vite. L'arène de Ouida est sortie de terre en quelques mois seulement. Il y en a bien d'autres qui vont suivre, les arènes. Absolument. En ce qui concerne les arènes culturelles, nous avons la première arène qui est à Ouida, vous l'avez dit, cette infrastructure splendide que nous avons, on va dire, testée lors de la dernière édition des Vodou Days, parce qu'il restait encore quelques petits travaux, mais nous l'avons suffisamment avancé pour que ça soit un écrin pour les Vodou Days. Donc cette arène culturelle de Ouida sera totalement achevée avant la fin du mois de mai, où nous pourrons là maintenant l'exploiter ordinairement comme nous le souhaitons. À part Ouida, nous avons Porto Novo, bien évidemment, où
les dossiers sont déjà prêts pour contractualiser avec les entreprises qui doivent construire. Nous avons, en dehors de Porto Novo, nous avons Nati Tengu, nous avons Lokossa, Kouandé, Parakou et Abomey, où les études sont également achevées. Donc tout ça va être évidemment programmé en ce qui concerne les constructions d'infrastructures. Donc voilà pour les arènes culturelles. En dehors des arènes culturelles, le gouvernement a également contribué à créer le premier centre de rencontres culturelles à Ouida, qu'on appelle le CCRI, en lien notamment avec la mairie de Ouida et les partenaires français. Nous avons également la Maison de la Culture de Ouida, qui a été totalement réhabilitée et restaurée, et qui est confiée en matière de gestion et d'exploitation au CCRI de Ouida précisément. Donc nous avons ainsi un certain nombre d'infrastructures qui vont venir de diffusion, et bien évidemment, nous allons avoir une infrastructure magnifique qui va être nichée au cœur de Cotonou, au cœur de ce que nous appelons le quartier culturel et créatif de Cotonou, qui va venir, disons, à l'emplacement des anciennes installations, des anciennes usines, des anciens ateliers de l'OCBN. Donc voilà quelques éléments pour expliquer, disons, la politique de diffusion, de construction des espaces de diffusion en République du Bénin. Oui, alors vous avez beaucoup parlé de Ouida. Ça n'est pas qu'un musée à ciel ouvert, mais ça devient aussi une véritable cité de diffusion de la culture. Absolument. Nous avons la chance, et c'est vrai, c'est une vraie chance, d'avoir une cité historique comme Ouida, une cité historique, une cité culturelle, une cité patrimoniale, une cité également où nous avons un certain nombre d'infrastructures de diffusion qui sont en cours de construction. Donc Ouida sera vraiment le cœur culturel et touristique du Bénin. Mais tout ce que nous faisons là, nous ne le faisons pas qu'à Ouida. Nous le faisons dans plusieurs autres cités, dans plusieurs autres villes, à travers le pays. Mais le fait d'avoir Ouida à proximité de Cotonou, le fait d'avoir Porto Novo à proximité de Cotonou, ça permet, en matière touristique, également de pouvoir traiter ce qu'on appelle le MAIS, c'est-à-dire ceux qui viennent pour des séminaires et des conférences, qui viennent seulement pour 2-3 jours et qui n'ont pas forcément le temps de pouvoir monter à l'intérieur du pays. Ça permet de leur montrer un pan culturel et touristique du Bénin immédiatement à proximité dans un rayon de 40 km, Cotonou elle-même plus précisément, Porto Novo à 30 km, Ouida à 40 km, où ils peuvent ressortir de leur visite, de leur séjour au Bénin avec 1000 couleurs, avec toutes les splendeurs du Bénin précisément, c'est le cas de le dire, aussi rapidement. Donc ça nous permet de pouvoir traiter tout type de tourisme et vraiment nous avons la chance d'avoir une concentration de sites et une concentration de curiosité, une concentration de patrimoine à Ouida. Il en est de même pour Porto Novo, bien évidemment, et il en est de même dans toutes les villes où nous voulons un vrai développement touristique. D'accord. On va parler un peu cinéma, monsieur le ministre. On sait qu'au nombre des tests dont l'adoption tarde à venir figure le code de la cinématographie. À l'heure où beaucoup de choses se font pour le cinéma béninois, quel est le sort qui est réservé à ce code, monsieur le ministre? C'est vrai, vous avez raison, ce code tarde à sortir, mais vous savez, dans cette difficulté, je pense que finalement, on a pu en tirer une chance. Je vais vous dire pourquoi. Ça nous a permis, le fait d'avoir tardé un peu, ça nous a permis aujourd'hui d'avoir un projet qui a pris en compte toutes les avancées technologiques et toute la modernisation de cette industrie du cinéma, qu'on appelle d'ailleurs désormais industrie de l'écran, parce qu'il n'y a pas que le cinéma, comme on le sait, le grand écran. Sur vos smartphones, sur vos tablettes également, vous avez des possibilités, évidemment, d'avoir du contenu. Donc, ce texte qui est aujourd'hui prêt, et qui va certainement, dans les prochaines semaines, ça va passer par le Conseil des ministres, bien évidemment, le projet, et atterrir sur la table du président de l'Assemblée nationale. Je pense qu'il est vraiment prêt aujourd'hui et on doit pouvoir se doter de cet outil important. On peut espérer.
Oui, non, définitivement oui. Sinon, je ne prendrais... La dernière fois que vous m'avez invité, j'en ai pas parlé. Donc, si j'en parle, c'est que le risque est mesuré, et bien calculé et mesuré. C'est sûr que les acteurs l'attendent depuis si longtemps. Oui. Surtout que toutes les parties prenantes ont participé, aussi bien au niveau de la HAC, aussi bien au niveau des acteurs du cinéma, aussi bien au niveau du ministère du numérique, aussi bien tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, sont concernés, ont participé donc à ce processus. Et là, nous avons vraiment un produit, il me semble, mûr, sous réserve, évidemment, de ce qui pourrait être fait à l'Assemblée nationale. Même les députés ont participé déjà au processus. Je voudrais dire que c'est un outil essentiel parce que nous avons beaucoup d'ambition en matière de cinéma. Vous savez qu'en matière de cinéma, déjà, sans même avoir cet outil, que le Bénin a déjà posé un certain nombre d'actes importants. Vous savez que c'est le Bénin qui a cofinancé le film Dahomey de Mati Diop, qui a remporté l'Ours d'Or au Berlinade. C'est le Bénin qui a également cofinancé la série qui a été produite et diffusée sur Canal Black Santiago Club, où il y avait quand même 8 épisodes, 450 acteurs, principalement des Béninois. C'est également le gouvernement du Bénin qui, à travers A+, aujourd'hui, disons, a produit Apparence, qui passe en ce moment et que les Béninois ont beaucoup aimé. 100 épisodes, 250 acteurs, principalement des Béninois. Nous sommes en ce moment en train de travailler avec le plus grand diffuseur de contenu en Europe, le groupe Media One, avec qui nous avons signé pour la création, la diffusion de Le meilleur est à venir, qui est une série de 220 épisodes où c'est des Béninois qui écrivent les scénarios. Et là également, disons, ça a permis d'amener la jeunesse à un certain niveau de renforcement de capacité. Nous sommes en ce moment en train de travailler pour transformer le site de l'ancien British American Tobacco dans Ouida en studio de cinéma, et nous avons des partenaires déjà pour cela. Donc oui, nous avons un certain nombre de choses à faire, et je vais vous dire pourquoi c'est tellement important le cinéma. Il y a 2 choses essentielles. Tant que nous n'aurons pas le cinéma, l'audiovisuel en général, les médias en particulier, que nous maîtrisons nous-mêmes, c'est toujours d'autres qui vont nous raconter notre histoire, à leur manière. Donc nous avons besoin de cela pour que le Bénin puisse maîtriser son narratif. Pour que le Bénin puisse dire c'est quoi le Bénin, pour que le Bénin puisse apporter sa contribution au monde. Parce que sinon, les autres n'ont pas intérêt à nous valoriser au niveau exact où nous sommes. Ils ont tendance toujours à se valoriser eux. Donc nous avons besoin, nous, de nous valoriser. Il faudrait que demain, l'ORTB ou une autre chaîne soit une référence en Afrique et que tout le monde veuille regarder l'ORTB de la même façon que nous, aujourd'hui, nous courons pour regarder des chaînes étrangères que je ne citerai pas. De la même façon, il faudrait que nous puissions, quand on fait le The Woman King qui parle du Bénin, et on est tous fiers, il faudrait que nous puissions produire 2, 3, 4, 10, 20, 50 The Woman King, qu'on puisse produire des films, des documentaires qui parlent de nos héros, de notre patrimoine. Vous savez, je dis souvent, si vous prenez l'histoire du Dahomey, je dis bien le royaume du Dahomey, l'histoire du royaume du Dahomey est beaucoup plus palpitante que Game of Thrones. Je ne suis pas sûr que les Béninois le sachent. Le jour où des réalisateurs, des scénaristes béninois ou africains vont s'en rendre compte, on va faire une histoire, on va faire une série avec l'histoire du Dahomey et le monde entier va regarder ça comme nous avons tous regardé Game of Thrones. On regarde les héros d'ailleurs. Nous avons tellement de héros. Je ne parle pas des héros nationaux seulement, mais je parle également en ce qui concerne la culture vaudou. Vous avez des figures, dans le vaudou et au Orisha, vous avez des figures qui sont de vrais héros. On parle de Thor. Vous savez qu'on a l'équivalent ? Tous les rois, toutes les figures, tous les dieux des antiques en Grèce ou en Italie, nous avons les équivalents et nous pouvons valoriser cela. Il faut que la jeunesse béninoise le sache. Il faut que le peuple béninois le sache et il faut que le monde entier le sache parce que le Bénin peut beaucoup apporter au monde et peut contribuer à la création de l'universel. En clair, ce riche patrimoine que vous décrivez, on peut le vendre à travers le cinéma, c'est ça?
On doit vendre ça à travers le cinéma, on doit vendre ça à travers les contenus, parce qu'il n'y a pas que le cinéma. Et cela est absolument important d'avoir des créateurs de contenu. Et pour cela, aujourd'hui, Semecity fait un travail extraordinaire. Et je voudrais ici féliciter tous les jeunes qui y sont et qui ont commencé déjà à faire ce travail. Et féliciter évidemment toute la direction de Semecity qui fait un travail que les gens ne voient pas au quotidien, mais qui va permettre au Bénin de tenir sa place dans les années à venir. Vous parlez de contenu justement, de contenu plus captivant, et on vous a vu récemment d'ailleurs aux côtés de la ministre du numérique et de la digitalisation pour cette signature de convention qui accorde des subventions directes aux producteurs de contenus locaux qui seront diffusés sur la SRTB très prochainement. Absolument. Donc c'est un exemple de plus, parce que en la matière, je peux vous en parler pendant 30 minutes. Bien sûr. Donc je suis allé très vite, mais nous faisons énormément de choses. Et c'est pour ça que je dis qu'il est temps effectivement que nous ayons ce code de la cinématographie. Oui. Alors, vous aviez commencé à l'évoquer, hein? Il s'agit justement du quartier culturel de Cotonou, et puis dans son sein, il y a l'une des importantes sections de ce QCC, c'est bien sûr le Musée d'art contemporain de Cotonou, le MAC. Depuis 2016, il y a comme un regain d'intérêt pour l'art contemporain. Illustration d'ailleurs dans ce point que nous fait Ulvaeus Balogun, qui revient ici sur l'expo Révélation Art Contemporain du Bénin. Lancée en 2022 à Cotonou, lors de la restitution des 26 trésors royaux par la France, l'exposition Révélation Art Contemporain du Bénin est devenue itinérante. En 2023, elle a été accueillie au musée Mohamed VI de Rabat au Maroc, puis à la Fondation Clément en Martinique, où elle a présenté près de 120 œuvres de 42 artistes béninois et de la diaspora. Dans sa version présentée au musée Mohamed VI, nous avons en guise d'introduction, pour illustrer le propos curatorial de la partie contemporaine, présenté un film d'une durée de 10 minutes qui va rappeler les temps forts de la restitution ainsi que les 26 trésors royaux qui nous ont été restitués. Donc le volet contemporain vise tout d'abord à montrer la vitalité de la scène artistique du Bénin à travers sa diversité de médiums et de techniques. Nous avons aussi souhaité montrer combien nos artistes vont s'inspirer, trouvent leur ancrage dans leur histoire et leur tradition. Du 4 octobre 2024 au 5 janvier 2025, l'exposition s'est déportée à la Conciergerie de Paris, offrant aux visiteurs une immersion dans l'art contemporain béninois sous les voûtes gothiques de ce monument historique. Donc c'est une exposition aujourd'hui qui rassemble 42 artistes et plus d'une centaine d'œuvres pour montrer toute la diversité de la création artistique au niveau de la scène artistique béninoise. Et ça va aussi bien des médiums traditionnels tels que la peinture, la sculpture, jusqu'aux médiums les plus complexes tels que le numérique, la vidéo, et en passant par les installations et diverses autres œuvres d'art. Bien, plus qu'une simple exposition itinérante, c'est un voyage, une rencontre entre les cultures, un pont entre le Bénin et le reste du monde. Le fait d'être présent aujourd'hui à Paris participe de cette stratégie qui consiste à faire connaître le Bénin, à renforcer sa diplomatie culturelle, à renforcer son soft power dans le but de permettre au reste du monde de nous connaître, de savoir qui nous sommes, quel est notre art de vivre, quel est notre rapport au monde et quelle est notre vision du monde. Et c'est par le truchement des artistes que tout ceci se passe. Avec cette exposition, l'art béninois réaffirme sa place sur la carte mondiale. Une dynamique nouvelle qui ouvre de nouveaux horizons aux créateurs d'aujourd'hui et de demain. Alors, Monsieur le ministre, pourquoi cet intérêt pour l'art contemporain? Et d'ailleurs, quel bilan faites-vous de la première participation du Bénin à la Biennale de Venise? Merci beaucoup. Je voudrais vous dire d'abord que le Bénin a un énorme potentiel en matière d'art et en matière d'art contemporain en particulier. Nous avons des artistes extrêmement talentueux. Il y a ceux qui sont déjà connus, qui ont atteint un certain niveau. Je ne vais pas les citer de façon spécifique ici, mais vous avez beaucoup d'émergents qui ont un potentiel extraordinaire. Si je vous disais qu'aujourd'hui, les plus grands collectionneurs d'art et d'art contemporain veulent tous avoir
une œuvre d'un artiste béninois dans leur collection, vous penserez que je suis en train de plaisanter, mais vous aurez l'occasion, et je vous y invite d'ailleurs, à interroger les artistes eux-mêmes. Depuis que nous avons commencé à déployer cette politique, leur cote a extrêmement grimpé, et tous les jours, ils nous le disent. Mais nous n'avons pas fini, ce n'est que le début. Je voudrais dire que le développement de l'économie culturelle s'est illustré notamment depuis, évidemment, l'exposition diptyque au retour des 26 œuvres, s'est illustré donc par l'itinérance de la partie contemporaine de cette exposition diptyque. Et sous la thématique de révélation art contemporain du Bénin. Cette itinérance, nous avons au Bénin d'abord, ce n'était pas une itinérance, quand le point de départ, c'est que nous avons eu quand même plus de 200 000 visiteurs pour l'exposition au Palais de la République. Des gens venant de 78 pays et tous les continents étaient concernés. Et nous avons eu des figures extraordinaires des collectionneurs et de directeurs de musées, les musées les plus importants du monde qui sont venus au Bénin. Regardez ça. Au Bénin, 220 000 visiteurs à peu près. Après, nous avons été au Maroc. Au Maroc, nous étions là-bas pour 3 mois. Je devais repartir pour faire la cérémonie de clôture quand le roi nous a demandé de proroger d'1 mois supplémentaire, tellement ça a eu du succès. À Rabat, nous avons eu, donc sur Rabat, près de 34 000 visiteurs au total. Après le Maroc, après Rabat au Maroc, nous sommes allés en Martinique, à Fort-de-France, où au début, vous-même journalistes, vous étiez très inquiets pour nous parce qu'il y avait des polémiques sur les activistes et c'était un malentendu, bien évidemment. Nous nous sommes expliqués avec eux, le chef de l'État les a rencontrés, a bien expliqué la philosophie, la politique, la vision du Bénin. Nous avons eu là-bas près de 80 000 visiteurs en 3 mois. Waouh! Près de 80 000. Et parmi ceux qui étaient contre, aujourd'hui, je ne vais pas citer de nom, il y en a qui collaborent avec le Bénin. Peut-être je ferai cette petite confidence en disant que leur avocat à l'époque, c'est lui qui aujourd'hui a été nommé par le chef de l'État ambassadeur thématique, qui est donc aujourd'hui au service du Bénin et qui est béninois. Bien. Donc c'est pour vous dire que nous avons là un outil d'influence, un outil de diplomatie culturelle, un outil de soft power extraordinaire. À Paris, enfin, puisque c'était la dernière étape, avant de venir sur Venise, nous sommes restés 3 mois à la conciergerie sur l'île de la Cité, pour ceux qui connaissent. On a eu près de 175 000 visiteurs. J'y suis allé en anonyme. Je vous assure que c'était difficile de se frayer un chemin tellement il y avait du monde et les gens voulaient y être. Et les responsables français de la conciergerie nous ont dit qu'ils ont rarement vu ça. Donc nous-mêmes, Béninois, nous ne nous rendons pas compte du potentiel de nos artistes et de l'impact sur le monde. La Biennale de Venise, vous faites bien d'en parler, la Biennale de Venise, c'est comme si nous étions à la Mecque de l'art contemporain. C'est comme si nous étions, je ne sais pas moi, il y a la Mecque et il y a également peut-être le Vatican, pour ne pas faire de jaloux. Et toujours pour ne pas faire de jaloux, je dirais on est au Ouida des religions traditionnelles. Voilà. Et là-bas, nous avons eu effectivement un pavillon qui a été classé parmi les 10 meilleurs pavillons, les 10 plus beaux pavillons. Et c'est la première fois que le Bénin y participait. Nous avons eu près de 30 000 fréquentations lors de la préouverture. Juste au moment de la préouverture, 30 000 personnes sont passées. Et donc c'est pour vous dire à quel point le Bénin aujourd'hui est attendu. À quel point le Bénin, quand on parle d'art contemporain, quand on parle d'art contemporain venant d'Afrique, à quel point le Bénin a sa place et à quel point nous devons travailler pour cela. Donc voilà ce que je peux vous dire et vous dire également que le mur du port, puisque nous avons le mur du port qui est en cours, nous voulons entrer dans le Guinness Book avec le mur du port. Le port de Cotonou, il faut le préciser. Oui, le mur du PAC, si vous voulez, mais c'est le mur du port de Cotonou, de toute façon. Et ce mur, aujourd'hui, nous avons les plus grands muralistes, les plus grands graffeurs et même des artistes plasticiens classiques qui sont les artistes qui ont travaillé sur ce mur, qui est édifiant. Je ne pense pas que vous pouvez voir un mur aussi beau, quel que soit le continent, quel que soit le pays, ce que nous sommes en train de faire là. Et vous voyez que tous les jours, que ce soit les Béninois, que ce soit des visiteurs étrangers, tous les jours, ce mur attire effectivement une certaine foule. Donc tout cela
vous montre un peu, c'est des indices, des indicateurs pour montrer à quel niveau se situe l'art contemporain béninois. Oui, justement, de l'art contemporain à l'industrie du livre et de la lecture, il s'en dit d'ailleurs beaucoup de bien, Monsieur le ministre. Qu'est-ce qu'on peut retenir dans ce domaine? Alors, c'est vrai que généralement, le profane a tendance à dire que les gens lisent de moins en moins. Mais je vais vous détromper. Au Bénin, on lit de plus en plus. Et nous ouvrons des bibliothèques, nous restaurons, réhabilitons des bibliothèques qui sont très fréquentées, les scolaires bien évidemment, mais pas que. Et nous sommes en train de moderniser l'ensemble de nos bibliothèques. La Bibliothèque nationale aussi est en train évidemment de tout numériser pour que nous puissions avoir une plateforme, une bibliothèque numérique où tous les Béninois peuvent aller évidemment avoir accès à ce fonds documentaire important, ce fonds livresque important. Nous avons également considéré qu'il fallait, de la même façon qu'on le fait pour le cinéma, prendre globalement le livre, donc l'industrie du livre et de l'édition. Donc nous devons faire en sorte que des éditeurs importants puissent émerger au Bénin. Ils vont éditer évidemment des Béninois, mais également d'autres Africains et pourquoi pas des gens d'autres continents. Cela est possible et nous sommes en train d'y travailler. Nous valorisons également nos écrivains à travers le Grand Prix littéraire. Et nous allons avoir, l'année dernière, la cérémonie formelle n'a pas eu lieu parce que j'étais absent du pays, je le regrette, pour une bonne partie. Donc du coup, c'est cette année, de façon discrète, qu'on a donné les prix aux lauréats, mais pour l'édition 2025, ça va se faire, bien évidemment, comme on le fait d'habitude, avec tout le faste qu'il faut, et ça permettra également de corriger un peu l'injustice faite aux lauréats de 2024. Donc oui, le livre et la lecture, c'est vraiment très important pour la culture. Alors on se demande où en sommes-nous dans la mise en œuvre de la politique de structuration du secteur afin de mieux la professionnaliser. Le secteur, en la matière, nous sommes d'abord en train, de façon générale, pour ce qui concerne les acteurs culturels, pour ce qui concerne la culture, nous sommes en train de travailler les textes pour pouvoir aboutir à la réforme du statut de l'artiste. Ça fait là également, un peu comme le code de la cinématographie, ça fait longtemps qu'on en parle, mais cette fois-ci, nous sommes réellement bien avancés. Nous sommes en ce moment en train de consulter les différents acteurs concernés pour enfin aboutir à l'étape du Conseil des ministres et à l'étape de l'Assemblée nationale pour que nous puissions avoir les textes sur le statut de l'artiste. Nous travaillons également pour pouvoir régler donc, un certain nombre de difficultés dans le secteur, à savoir la professionnalisation, évidemment, des acteurs culturels, la classification d'abord, parce que vous pouvez être artiste professionnel, vous pouvez être semi-professionnel ou vous pouvez être amateur. Quand on dit amateur, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas bon, ça veut dire que vous n'en faites pas une profession. Donc nous devons pouvoir catégoriser les artistes. Nous devons pouvoir également avoir un répertoire de tous les métiers, une nomenclature de tous les métiers artistiques pour que quelqu'un qui dit « je suis promoteur d'artistes » ou promoteur d'événements ne dise pas en même temps qu'il est agent d'artiste, ne dise pas en même temps qu'il est... Bon, il y a des métiers. Donc il faut qu'on connaisse chaque métier et nous, désormais, nous allons exiger que chacun ait le profil du métier pour lequel il s'est spécialisé, bien évidemment. Évidemment, vous pouvez être polyvalent, mais vous devez avoir à ce moment-là toutes les qualités de toutes les cases que vous avez cochées. Donc nous sommes en train de faire ce travail-là. Nous travaillons également à pouvoir, réfléchissons du moins, à pouvoir donner plus de protection sociale aux acteurs culturels à travers le BUBUDRA, sur les droits d'auteur, trouver un mécanisme, ou à travers même une assurance privée que nous allons essayer d'organiser avec le CNOA, qui est le Conseil national des organisations d'artistes, pour qu'on puisse donner un peu plus de protection à nos artistes qui, généralement, quand ça fonctionne bien, ne pensent pas aux jours les plus difficiles. Ouais. Et justement, dans ce domaine, on parle déjà de la dématérialisation du système de perception des redevances, du droit d'auteur qui est une réalité avec cette amélioration du taux de recouvrement. Comment en êtes-vous arrivé là ? Alors, vous pensez bien qu'aujourd'hui, c'est très difficile, surtout au Bénin, vous voyez que tout est désormais digitalisé. Donc il ne fallait pas qu'on soit à la traîne en ce qui concerne la gestion des droits
des redevances de nos artistes. Donc nous avons lancé également là un vaste programme de digitalisation pour que les perceptions soient faites automatiquement. Imaginons, vous êtes dans un bar qui joue de la musique, eh bien, il fallait attendre après que le bar puisse dire « oui, j'ai joué de la musique » et c'était toujours sujet à difficulté, on va dire, pour ne pas dire les mots qui fâchent. Mais désormais, avec l'automatisation, avec la digitalisation, il sera très facile de pouvoir identifier tous ceux qui doivent aux artistes, puisque ce n'est pas à l'État, c'est aux artistes. On va pouvoir recouvrer, donc avoir ces perceptions-là, et partager les redevances à l'ensemble des ayants droit. Alors, Monsieur le ministre, que dire du projet de détection des talents? Oui, les classes culturelles. Nous étions depuis 2-3 ans dans la phase pilote. Donc cette phase pilote a permis d'impacter 89 établissements, 18 000 apprenants, 890 encadreurs culturels et à peu près une cinquantaine de superviseurs. Cette année, nous commençons un peu la généralisation tout doucement et nous allons impacter 14 nouveaux établissements et nous recrutons 140 nouveaux encadreurs et tout cela va nous amener à 103 établissements, à 22 000 apprenants et à plus d'1 millier d'emplois créés où les acteurs culturels ont un salaire tous les mois. Il y en a plus de 1000 aujourd'hui qui sont impactés. Donc oui, c'est un projet important pour la détection des talents. C'est un projet également important pour nourrir ceux qui veulent vivre en tout cas de leur talent. Je parle des encadreurs et des superviseurs. Et ça va nous permettre demain de pouvoir prendre beaucoup plus tôt nos jeunes pour pouvoir les professionnaliser, parce qu'on les aurait détectés dès l'enseignement secondaire et l'enseignement technique. Donc oui, c'est une œuvre de longue haleine, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est une vraie réussite. Il y a un engouement au niveau des apprenants, et nous sommes organisés de telle sorte que jusqu'à présent, nous n'avons vraiment pas d'incident. Et s'il fallait garder, disons, ce principe de détection, je pense que le plus tôt on élargira, le plus tôt on généralisera, mieux ce sera, parce que c'est une injustice pour les enfants qui n'ont pas encore dans leurs établissements la possibilité d'y participer. J'aurais bien voulu citer un certain nombre d'événements que nous avons, mais je pense que vous vous en rendez compte par vous-même. La fête de la musique, les nuits artistiques et culturelles, danse et chante avec l'Amazone, et j'en passe, qui permettent aujourd'hui aux Béninois gratuitement de pouvoir profiter des talents de leurs artistes. Non, mais peut-être pourrions-nous encore en profiter pour parler du financement culturel. Le financement culturel est tellement important au niveau de la DAC, avec le Fonds de développement des arts et de la culture, qui a été lancé enfin, le premier appel à projet en 2024, fin 2024, et qui a abouti début 2025. C'était un vrai engouement avec 8000 projets qui ont été déposés, mais au final, à peu près 40 dossiers qui ont été financés parce que nous voulons éviter le saupoudrage. C'est la crème de la crème. Oui, et ça a fonctionné comme un concours, donc il y a eu beaucoup de frustration parce que vous pouvez avoir un très bon projet et néanmoins ne pas être retenu. Donc ceux qui ne sont pas retenus, ce n'est pas parce que leur projet n'était pas bon, c'est parce qu'il fallait se concentrer pour ne pas saupoudrer. Et nous venons de démarrer. Plus nous allons avancer, plus nous allons avoir un peu plus de contributions à partager et ça va de plus en plus impacter. Nous travaillons également pour un fonds de bonification afin que ça ne soit pas seulement à travers le FDAC, que les acteurs béninois trouvent du financement, mais ils peuvent aller directement dans les banques pour avoir du financement à partir du moment où il y a un fonds de bonification pour les y aider. Donc nous sommes en train d'y travailler et je suis sûr que dans les années à venir, les acteurs culturels verront la différence. Monsieur le ministre, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci, Wahab. On se retrouve dans le prochain numéro pour évoquer tourisme.